Bonsoir et bienvenue sur Mediapart qui, comme à son habitude à chaque rendez-vous électoraux, organise sa propre soirée électorale. Elle est garantie sans faux politologues mais avec des vrais politistes. Elle est garantie sans hommes politiques, éléments de langage mais avec des journalistes de la rédaction de Mediapart qui, côte à côte, entre la recherche et le journalisme, on va essayer de décrypter un peu ces élections européennes dont les résultats, qui sont encore que des estimations, donc nous on a fait le choix de ne pas donner de chiffres à la virgule près, mais de donner plutôt des fourchettes, sont les suivants. On va les voir s'afficher sur l'écran. Donc le Front National arrive en tête de cette élection, entre 23 et 25%, suivi par En Marche, la liste de la majorité présidentielle, entre 23 et 20%. Les écologistes d'Europe Écologie Les Verts sont entre 10 et 13%. La droite, les Républicains, entre 8 et 9%, et la France Insoumise et le PS, entre 6 et 8%. Ces chiffres-là s'affineront. On l'a préféré vu que les instituts de sondage divers et variés qui ont fourni les chaînes concurrentes sont à peu près en gros entre les versions hautes et les versions basses. Voilà ce que le rapport de force à peu près fixé qu'on peut d'ores et déjà analyser. La première analyse qui saute aux yeux, c'est que Emmanuel Macron est derrière le Front National. Autour de moi, pour commenter ces premiers résultats à chaud, Hélène Salvi, qui est notre journaliste en charge de l'exécutif à Mediapart. Bonsoir Hélène. Bonsoir. À ses côtés, Christophe Bouillot. Christophe Bouillot, vous êtes professeur de sciences politiques à Grenoble, spécialiste en politique comparée et grand connaisseur de l'Italie, notamment. Nous vous garderons sur le plateau d'après pour discuter de cela aussi. Bonjour, bonjour Christophe. De l'autre côté, Anne Jadot, qui est, comme Christophe, une habituée des plateaux électoraux de Mediapart. Vous nous faites le plaisir d'être à nouveau parmi nous ce soir. Anne Jadot, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine et spécialiste davantage en études électorales, sociologie électorale, comportement de vote, participation. Et à vos côtés, Nicolas Lebourg, que les lecteurs de Mediapart connaissent très bien pour le lire, puisqu'il nous fait la joie de chroniquer régulièrement sur l'actualité de l'extrême droite en France et en Europe et dans le monde, qui vient d'ailleurs de sortir un livre dont j'ai oublié le nom comme ça de mémoire, mais je vais le retrouver, qui est sorti au Seuil, un livre excellent dont on peut retrouver les bonnes feuilles sur le site de Mediapart et qui s'appelle « Les nazis ont-ils survécu ? Enquête sur les internationales fascistes et les croisés de la race blanche ». C'est sorti au Seuil. Et vous êtes historien et chercheur associé à Montpellier. Je me tourne vers Hélène qui a reçu les éléments de langage de La République En Marche. Donc on sait à peu près qu'elle est en train de lire, qu'on puisse sait. Alors quel est le point de vue de La République En Marche sur ce résultat et quel est le vôtre d'analyste peut-être plus nuancé et subtil suite à ce résultat qui voit donc aujourd'hui Emmanuel Macron arriver derrière l'extrême droite au terme pourtant d'un duel ardemment mis en scène. Alors, effectivement, quand on lit les éléments de langage, on y reviendra plus tard, mais je pense qu'on peut tourner dans tous les sens, et visiblement, il tourne dans tous les sens, mais ça reste un échec, hein, clairement. Le fait est que Emmanuel Macron, en fait, depuis très très longtemps, depuis sa campagne présidentielle, puis derrière, quand il a commencé à avoir un vrai propos sur l'Europe, etc., et notamment, ça s'est renforcé au printemps 2018, il a installé assez rapidement le match qu'on a connu et un peu subi pendant toute cette campagne. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une seule alternative, c'était... Je le fais de façon très caricaturale, mais c'est moi ou le chaos, quoi. C'est-à-dire que, en clair, soit vous votez pour les progressistes. Alors Nathalie Loiseau, la tête de liste, disait la seule liste européenne qui se présentait au scrutin. Soit, en clair, il y aura la montée du nationalisme, du fascisme. Il a été beaucoup question de la guerre. Enfin bon, toute cette campagne était quand même assez binaire, donc assez simpliste, donc pas très intéressante. Mais enfin, c'est comme ça que ça a été présenté d'emblée. En faisant ça, il avait finalement cristallisé le scrutin autour d'un enjeu qui était la première place, être en tête du Rassemblement national. Visiblement, enfin si on en croit les premiers résultats, c'est raté. Donc maintenant, il va falloir expliquer derrière pourquoi c'est raté, mais pas tant que ça.
Et donc, pourquoi c'est raté, mais pas tant que ça? Je vous dis ce qu'ils vont dire, parce que c'est ce qu'on va entendre pendant 5 jours. Ils vont quand même dire que, effectivement, le fait que le Rassemblement national soit en tête, c'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie, etc. Bon, très bien. Mais derrière, c'est pas faux. Ils diront qu'on peut se réjouir du fait qu'il y a une forte participation et que tout ça, c'est très bon pour la démocratie et que, par ailleurs, on n'a jamais autant voté depuis 30 ans pour les européennes et que, finalement, c'est ça l'effet Macron, c'est qu'on vote autant aux élections législatives qu'aux élections européennes. Et alors là, c'est fascinant parce qu'on va pouvoir retourner le truc contre eux. C'est qu'aux élections législatives, on s'était dit justement qu'on ferait un petit peu un comparatif avec l'élection législative de 2017, sachant qu'on est à peu près dans le même étiage des forces politiques et à peu près dans le même étiage de participation. On peut difficilement comparer l'élection présidentielle de 2017 avec l'élection européenne, parce que ça n'a strictement rien à voir en termes d'abstention, de participation, d'intérêt, etc. Alors ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire globalement, nous on était, je crois, c'était 24% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle 2017. Là, finalement, on est à peu près sur ce niveau-là. Donc, vous voyez, on n'a pas baissé. En réalité, si on prend le résultat de l'alliance La République En Marche Modem, qui est la même alliance qui s'est créée pour le scrutin des européennes, aux législatives, il faisait 32,8%. Des suffrages exprimés. Aujourd'hui, il serait donc entre, si je ne m'abuse, je ne sais plus exactement, entre 20 et 22, c'est ça qu'on a... Entre 20 et 22, oui. Voilà, donc on a quand même une perte assez flagrante de l'électorat. Maintenant, on regardera dans l'analyse plus précise où cet électorat est parti. Il y a de fortes chances que du côté de La République En Marche, il y ait une espèce enfin c'est toujours un peu le jeu, de haro sur la tête de liste, Nathalie Loiseau, elle a été mauvaise, c'est à cause d'elle, etc. Je pense que en réalité, il y a énormément de problématiques, et on les a connues, qui sont très liées au quinquennat d'Emmanuel Macron, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et finalement, ce truc de finalement cristalliser le scrutin autour de sa personne s'est retourné contre lui, parce que le spectre d'un référendum pour ou contre Macron a visiblement été suivi. Là, alors du coup, on a vu s'afficher les résultats de ces dernières élections législatives, qui sont effectivement le dernier moment où le peuple a voté en France, où le taux de participation est finalement assez similaire, autour de 50%, ce qui n'est en soi quand même pas une grande bonne nouvelle pour la démocratie, parce que ça reste quand même un électeur sur 2 qui vote, c'est quand même pas beaucoup. Je me tourne vers vous, Christophe Bouillot. Dans un récent billet de blog reproduit sur Mediapart, intitulé Vers un régime néolibéral en voie de prétorianisation, où vous décortiquez, vous faites un bilan incisif des 2 premières années du macronisme. Vous interrogez déjà, avant qu'on ait les résultats, je vous cite, sur le fait que le macronisme au pouvoir représente le rétrécissement le plus net de la base électorale d'un pouvoir politique depuis, alors là je simplifie votre pensée, en gros depuis toujours, depuis que le suffrage universel existe. Là, effectivement, par rapport à ces résultats des législatives d'il y a 2 ans, lors du dernier vote, on passe d'une coalition LREM Modem de 32 à 22, et le FN, qui était à 13% aux législatives de 2017, passe à double quasiment son score. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement sa base électorale se rétrécit encore plus, mais en plus celle des autres et de son principal opposant augmente. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut souligner quand même que là, Emmanuel Macron s'est pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'il a voulu imposer à ces élections européennes à la proportionnelle une lecture très 5e République. Très 5e République révisée quinquennat. C'est-à-dire, en gros, la seule élection importante aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Puisqu'on sait qu'il y a un parti qui est non éligible, qui est le Front National, ou le Rassemblement National, qui ne peut pas gagner. Donc là, il a imposé ça. Dans cette lecture, il a complètement perdu. Alors, à la fois, ça confirme les sondages, parce que les sondages, on a vu qu'il y avait une mobilisation qui se faisait pour ces 2 partis, pour le Rassemblement National et pour LREM Modem, et il finit par perdre. Et si les données de sortie les premières données sont exactes, il me semble qu'il a siphonné quand même la droite bourgeoise, c'est-à-dire les Républicains. Ça expliquerait pourquoi les Républicains sont sur un point très très faible. C'est-à-dire que, en gros, a joué le rempart contre le fascisme, effectivement, contre le fascisme et le peuple, en fait. Il a fini par attirer à lui tout l'électorat bourgeois. Mais bon, c'est assez risqué. Et puis par ailleurs, il faut bien comprendre que les élections européennes, normalement avec ce différentiel de participation, c'est des élections très favorables aux partis qui représentent les classes supérieures.
et plutôt défavorable au parti qui représente les classes populaires. Donc là, sur son propre terrain, avec un terrain en pente, favorable à la République En Marche MoDem, il perd. Il perd pas de beaucoup, mais il perd. Et puis j'ajouterai une petite chose, c'est qu'en fait, il faut faire attention que par rapport aux législatives, là, on a République En Marche, LREM, MoDem, mais aussi une petite aile droite, Agir, et aussi, on a quand même des personnalités ex-écolo. On a Daniel Cohn-Bendit qui s'est quand même... le numéro 2 de la liste, c'était Pascal Canfin, voilà. ancien ministre européen. européen. Daniel Cohn-Bendit qui a fait cette déclaration quand même tonitruante. Il a dit « Les Verts, actuellement, c'est une secte ». Je veux dire que dans le langage politique français, en termes d'insultes, on trouve guère mieux. Alors que lui-même a aidé à créer ce parti. Et bon, visiblement, l'impact est très très faible. Parce qu'effectivement, si on en croit vos données, les Verts ont un score correct et passeraient même devant les Républicains, ce qui serait vraiment assez extraordinaire, qui ferait d'eux une opposition assez importante. Donc vraiment, je pense que là, c'est échec sur toute la ligne. Et d'autant plus qu'après, on va peut-être avoir la comparaison avec d'autres résultats en Europe. Alors, le grand rival Orban, j'ai vu qu'il aurait un score extraordinaire. Alors, on verra si c'est confirmé. Il aurait un score qui serait 2 ou 3 fois celui de la République En Marche. Au-delà des 50%. Ça paraît tellement extraordinaire qu'Orban ait ce score-là. J'attends que ça soit confirmé. Anne Jadot, est-ce que, comme le proclament les éléments de langage, les EDL de la République En Marche, c'est une formidable nouvelle, cette poussée de la participation, ou est-ce que finalement on retrouve une appétence de vote qui reste quand même de 1 sur 2, quoi, mais qui est un bon chiffre pour des européennes. Donc, mais je ne vais pas dire que c'est une victoire de la République En Marche qui a réussi à faire revenir les gens aux urnes, ce serait plutôt ses adversaires. Par rapport aux lectures qu'on a de comparaison 2017, moi j'aimerais bien ramener juste à quelque chose, c'est pas pour refaire la bataille de 2017, mais juste rappeler qu'au premier tour des législatives de 2017, il y a déjà 2,2 millions de voix en moins sur La République En Marche par rapport au score de Macron du premier tour de la présidentielle. Donc quelque part, l'anomalie ou le trompe-l'œil, c'est le premier tour de la présidentielle dont il faut se souvenir qu'il s'est passé pour les gens avec l'idée que forcément Marine Le Pen serait au second tour, que forcément son adversaire serait élu président de la République. Et il y avait des alternatives qui faisaient peur aux gens et les gens se sont précipités dès le premier tour pour éviter un second tour dont ils ne voulaient pas un Le Pen-Fillon ou un Le Pen-Mélenchon pour certains. Donc, quelque part, c'est peut-être sa propre analyse de quelle était la légitimité de son mandat ou qu'il avait complètement conquis les foules. Non, c'est que dans les circonstances qu'on connaît, avec le crash de Fillon, avec la campagne de Hamon qui ne prenait pas, il était l'alternative acceptable. Et là, on est dans une élection qui est à la proportionnelle, qui a un seul tour. Donc, les électeurs n'ont pas cette pression à se dire « faut pas que je me rate sur le premier tour, sinon je vais me retrouver face à un deuxième tour qui m'est insupportable ». Donc, quand on est à la proportionnelle nationale avec le seuil à 5%, il y a effectivement un décalage avec la campagne qu'ils ont menée en dramatisation, de faire c'est la revanche, ou c'est le match retour, ou c'est l'alternative serait seulement Macron contre Le Pen. Eh bien non, il y avait d'autres partis. Par rapport à ce qu'on disait dans le premier plateau, je n'avais pas eu le temps d'intervenir là-dessus. Il se trouve que les partis écologiques, les partis verts, ont aussi mené une campagne relativement coordonnée en Europe. Ils ont quand même un petit peu plus parlé d'Europe. On sait que l'écologie est un thème qui prend dans les préoccupations des citoyens, y compris de jeunes citoyens qui n'ont pas encore le droit de vote. Et ils ont eu une thématique où finalement, comme disait Yannick Jadot, avec lequel j'ai aucun lien de famille, je tiens à le préciser, les autres partis politiques ont verdi leur discours et leur programme, à défaut éventuellement de leurs actes concrets. Et quelque part, lui, il avait tendance à dire, après tout, les autres prouvent maintenant qu'on a eu raison depuis très longtemps. Et comme ils avaient une thématique suffisamment à gauche, plus écolo, ils ont pu paraître comme une alternative effectivement intéressante pour un électorat de gauche qui était un peu en déshérence ou un peu orphelin de se demander, et il y a quelques jours encore, on se demandait si la liste Glucksmann et Envie d'Europe allait passer la barre des 5% ou pas. Il semblerait que oui, d'après les premières estimations. Donc il y aurait 6 partis et pas 5 qui auraient des députés. Mais voilà, face à une alternative
pas un vote complètement utile, mais pour qui est-ce qu'on peut voter, qui a une chance d'avoir des députés, qui a un discours à la fois assez à gauche et écologiste, c'est peut-être Europe Écologie Les Verts, du coup, qui a été l'option de sortie de... Il y a autre chose que ce duel extrême droite-Macron. On va revenir un peu sur la situation et les rapports de force nouveaux induits par cette élection, notamment à gauche, parce qu'en période de décomposition lancinante, peut-être se présage une recomposition un jour. Nous en parlerons après. Je vais d'abord me tourner vers Nicolas Lebourg. Alors, dans l'oreillette, je rassure Juan Branco, ce n'est pas Xavier Niel, mais juste la régie qui me dit que, en effet, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel puisque Mediapart est en accès libre. Donc, vous pouvez, en plus de ce live, consulter tous les articles de Mediapart et que si vous voulez soutenir le journalisme indépendant et les soirées électorales différentes, vous pouvez également vous abonner. Une offre spéciale européenne s'affiche en bas de votre écran et elle est de 6 mois pour 20 €. Nicolas Lebourg, donc depuis 2014, le FN revient finalement quasiment à son même score. Après être descendu, on le voyait là, le résultat des législatives en 2017 où ils étaient descendus à 13,2% sur un score national. Le pain noir de Marine Le Pen suite à son débat catastrophique et ce qu'on pouvait présumer comme étant son explosion, finalement, ça y est, c'est reparti comme en 40 si j'ose dire. Comme en 40, je ne sais trop. C'est pas le 40 de ce siècle dans l'expression en plus. Normalement. Bref, oui, je passe. En tous les cas, le Front National en 2014 avait bénéficié d'une surmobilisation de son électorat, de très mauvaise campagne qui plus est de ses concurrents, qui est toujours. Là, dans les résultats qu'on commence à avoir, on a vu qu'il y a des régions comme le Pas-de-Calais qui ont manifestement très bien voté également, donc sans doute que ça leur a aidé. Mais Marine Le Pen est revenue à abandonner son rêve qui était celui de 2017 de transformer le Front National en un parti de l'offre politique autour d'une idéologie renouvelée. Son père, Jean-Marie Le Pen, par exemple, n'était pas opposé à une monnaie commune européenne. Il était beaucoup moins nationaliste étroit que Marine Le Pen. Et son rêve de souverainisme intégral, elle a compris que c'était quelque chose qui lui avait fait perdre les seconds tours de 2015, des élections locales, que ça avait été un point en 2017. Elle est revenue en arrière pour dire l'immigration, la caste qui nous dirige, c'est-à-dire ceux qui motivent le vote FN depuis toujours. Donc, elle est redevenue un parti de la demande électorale. Elle dit aux gens, Jordan Bardella n'a pas proposé une idée neuve, je veux dire, du Front National. Il n'y a pas eu un thème, on soit pour, on soit contre, mais quelque chose d'original, de nouveau. C'était vraiment ce que voulaient entendre les électeurs. Sur la question européenne, il y a quand même des résultats qui sont intéressants parce que l'euroscepticisme ce soir, et là-dessus je serai un peu différent sur la question de l'AREM, de la République En Marche, l'euroscepticisme ce soir est quand même pas si bien que ça, parce qu'il est bloqué sur le Front National, mais debout la France, on serait à 3,5. Monsieur Asselineau, qui est dans la tête des gens depuis la présidentielle, est le Frexit, sera autour d'1%. Quant à ce cher Florian Philippot, de ses propres ailes, il serait à 0,6%. Je ne dis pas juste ça par devant cruauté. Francis Lalanne. Juste devant Francis Lalanne. Je viens de gagner un pari. Oui, il a bien pour moi. On a un eurosceptique. Et puis la France insoumise, dans le brouillage de son image, voilà, des gens qui avaient capté l'électorat PS, des enseignants, etc., puis qui a voulu courir derrière les gilets jaunes, abandonner son offre de programme tellement pour un positionnement un peu anti-tout et également un peu flou sur l'Europe, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce flou paraît plutôt sanctionné, puisqu'elle serait vers 7, 6, 8 points. Donc Emmanuel Macron, il n'est pas si mal que ça, moi je trouve, par rapport à vous, parce que les eurosceptiques sont bloqués sur le Front National, très largement, que les partis de gouvernement eurolibéraux, le PS est au-dessus de 5, certes, on ne s'y attendait pas, mais enfin, c'est tout de même 6-7. La droite, les Républicains, seraient à 8-9, et on ne s'y attendait pas, parce qu'en plus, c'est vrai que Françoise-Xavier Bellamy avait un certain talent durant la campagne, il faut le reconnaître. Mais donc, les deux partis classiques de gouvernement sont à moins de 15 points, qui fait qu'en gros, aujourd'hui, le pari d'Emmanuel Macron, vous êtes pour les partis de gouvernement eurolibéraux ou pour le chaos, il n'est pas si mal réussi que ça pour les prochaines élections qui sont à 2 tours, où il va pouvoir aller aux municipales, aux législatives, aux présidentielles, etc., en disant la stabilité, c'est moi, l'aventure, c'est eux.
Alors, en l'état, il aurait installé un peu ce duopole, quoi. Ça n'a Quitte pas si mal à- marché pour que ça. l'instant, Moi, il a... voilà, je suis un peu moins critique. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez lu ces éléments de langage, c'est exactement ce qu'ils disent. Non, ils disent est un crypto-marcheur, il est démasqué ce soir. qui s'ignore peut-être. Enfin, en tout cas, c'est vrai que dans leurs arguments, ils expliquent que les eurosceptiques sont quand même bien minoritaires par rapport aux autres, certes. Et ils disent que finalement, les grands perdants, et pour le coup, c'est pas tout à fait faux, les grands perdants de la présidentielle de 2017 sont aussi les grands perdants des européennes de 2019. Ce qui, derrière, je ne sais pas si c'est un succès d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, ça installe un paysage politique pour les élections à venir. Je ne sais pas si on peut complètement se réjouir du fait qu'aujourd'hui, le paysage politique se joue entre l'extrême droite ou cette force politique dont on a vu depuis 2 ans qu'elle n'était pas non plus aussi progressiste qu'elle pouvait le dire, quoi. Voilà, donc c'est pour comment dire, pour le défi, la mission qu'il s'était posée à lui-même et qu'il avait posée à tout le monde, c'est un échec. Pour ce qui se passe depuis 2 ans, effectivement, c'est finalement dans la droite lignée. Non, mais je parlais en termes de stratégie politicienne, pour lui, pas de qualité démocratique. Finalement, le nouveau monde et son meilleur adversaire, le Front National, aurait remporté une victoire, si je veux résumer un peu le sentiment stratégique d'En Marche, quoi. Finalement, c'est une petite défaite, mais tous les autres sont quand même pas là, donc il n'y a pas de renouveau, donc ça reste que nous, le chaos, pour reprendre les termes. Mais ce qui veut dire qu'il va installer ça à toutes les élections. Ça veut dire qu'à toutes les élections, ce sera nous ou le chaos. Je veux dire, pour le coup, pour le débat démocratique, ça pose quand même un sujet. Ça veut dire qu'aux prochaines élections, on sera toujours obligé de choisir entre l'extrême droite ou Emmanuel Macron. Enfin, je trouve que c'est quand même... Je nuancerais quand même un tout petit peu, notamment les perspectives déjà sur les municipales, parce que je pense qu'avec ce score-là, on avait senti ces derniers temps que certains maires de villes moyennes ou grandes villes de droite qui s'étaient déclarés Macron compatibles commençaient à rétropédaler un tout petit peu, vu les difficultés du début de quinquennat et de ces derniers mois. Je ne pense pas que les résultats de ce soir vont tellement les inciter à se dire faisons une liste commune. Et La République En Marche a besoin de structurer du militantisme local, des élus locaux. Ils avaient réussi, dans des circonstances un peu, là pour le coup exceptionnelles, sur la 5e, de faire un appel à CV pour les candidatures aux législatives. Et dans les circonstances de 2017, ça a marché pour avoir une majorité absolue. Là, je ne suis pas persuadée qu'on va se précipiter au guichet La République En Marche pour l'étiquette pour les prochaines municipales. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à labourer le local, les militants, la structuration, le réseau des élus locaux. Donc, il ne pourra pas forcément refaire ça, surtout quand on sait que les préoccupations des gens sur le quotidien, la personnalisation du maire, ça reste la 2e élection qui tente le plus les gens après l'élection présidentielle. Il y a de l'interconnaissance avec les gens qui se présentent, il y a des enjeux spécifiques à chaque ville. Je ne suis pas sûre qu'il pourra autant nationaliser et autant faire, moi ou le Camo, sur des municipales par exemple. Oui, le nouveau monde est quand même très peu structuré et implanté localement, et le vieux monde et les vieux partis ont quand même encore, même s'ils sont en crise, il y a encore cette implantation-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. La prochaine étape, c'est les municipales. Et là, dans le fond, les Verts sont très bien placés pour appeler effectivement à l'union des gauches et des écologistes autour d'enjeux locaux. Et... Avant d'y venir, je voulais juste d'abord qu'on aborde la question de la droite avant de pouvoir développer sur quel peut être l'avenir des gauches. Parce que c'est quand même un petit événement, effectivement. Cette fois-ci, LR, ex-UMP, ex-RPR, de mémoire, je n'ai pas souvenir de les avoir vus sous les 10%, même quand Nicolas Sarkozy prenait la liste aux européennes en 99, où c'était 12 et quelques. Là, on passe quand même un seuil. En termes de... C'est un peu une tarte à la crème journalistique, mais je l'assume. En termes de fusion des droites, cette ancienne déjà qu'on entendait après le second tour de 2017, en disant, et évoquer va résister, va peut-être essayer de profiter du coup de mou pour arriver à redonner un espace politique. Il n'y a pas de fusion, et il y a finalement encore une descente aux enfers électorales pour les Républicains, là.
Nicolas Lebourg. Les Républicains sont achetés à la découpe par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est clairement ce qui se passe, hein, c'est cette accentuation-là, avec les vieilles formules, la droite orléaniste, libérale, qui va effectivement dans le camp d'Emmanuel Macron. Et puis le problème de l'identité politique des Républicains n'a jamais été tranché par Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez, on le sait, peut dire ce qu'il veut, il a une telle image d'insincérité, il a une image si catastrophique de manière personnelle, de toute façon, que résultat, personne n'imprime effectivement ses argumentaires. C'est-à-dire pour ça, si Bellamy avait fait si bonne impression qu'on ne retrouve pas dans les urnes, c'est bien parce qu'on avait l'impression d'avoir un conservateur sincère, d'un coup d'un seul sur la scène politique. Donc là, on parlait de Nicolas Sarkozy lors de ces européennes-là. Il avait, si ma mémoire est bonne, démissionné le lendemain. Hein, voilà, ma mémoire n'est pas mauvaise. Le lendemain, il avait démissionné. Là, c'est clair que pour la droite, le sous-front national, qui a souvent été le positionnement, pour dire vous voyez bien qu'on est de droite, vous n'avez pas besoin d'aller chez les autres, est un échec absolu. Total. Le seul problème, c'est que l'autre identité à droite qui existait, c'était celle du centre libéral et qu'elle est également occupée. Et c'est vrai que si on regarde sous la Ve République, là, on a quelque chose qui est complètement exceptionnel parce que toutes les tendances de la droite sont occupées par d'autres partis que le parti de droite. Hélène Selvi, vous qui avez suivi la droite avant de vous occuper de l'Élysée au sein de Mediapart, vous pensez que ça va accélérer le mouvement de rapprochement de La République En Marche vers ce qui est déjà le parti Agir, ex-constructeur vous pensez que il va y avoir des tentatives de continuer l'achat à la découpe du parti LR ou que... Moi, j'ai l'impression que c'est déjà fait depuis un moment, en fait, et que toute la droite dite orléaniste, jupéiste, centriste, quoi, cette droite qui oscille entre LR et le MoDem, en clair, elle est déjà chez Macron. Et par ailleurs, elle a absolument tout ce qu'elle veut chez Emmanuel Macron. Enfin, toutes les politiques qui sont mises en place lui conviennent parfaitement. Donc je ne vois pas pourquoi elle reviendrait chez les Républicains. À moins et on l'a vu pendant cette campagne, à moins de calculs en vue des municipales, justement sur des enjeux très locaux. Il y a certains maires qui sont proches d'Édouard Philippe, le Premier ministre, depuis des années, comme Arnaud Robinet, le maire de Reims, ou dans une autre mesure Moudinque, le maire de Toulouse, qui ont finalement affiché leur soutien à François-Xavier Bellamy. Je n'ose imaginer dans quel état ils doivent être ce soir, parce qu'avec 8%, c'est un peu compliqué. Et au sein du parti, où moi j'ai gardé quelques antennes, c'est ça qui est fascinant avec la droite, c'est qu'ils se détestent en fait, tous, tout le temps. Ça fait des années. Rassurez-vous, Hélène, à gauche, c'est à peu près pareil. Ah ouais. Oui, mais à droite, il y a un petit côté théâtral, parce qu'en plus, ils le font avec des couteaux dans le dos. Non, mais donc, ils se détestent, et la figure de Laurent Wauquiez a effectivement encore plus aggravé cette situation. Et le nombre de personnes qui, en fait, se frottaient les mains pendant la campagne à droite, chez les Républicains, en affichant un soutien officiellement à François-Xavier Bellamy, en allant au petit rassemblement, en lui tapant une main dans l'épaule, sur l'épaule, etc., et qui se disaient mais s'ils se vautrent, derrière, on demande la démission de Laurent Wauquiez. Donc ils sont déjà dans cette idée-là. À gauche, Christophe Bouillot, est-ce que ça y est, c'est le temps, je recite encore votre billet de blog que je citais tout à l'heure, est-ce que c'est le temps un peu de l'aggiornamento que vous appelez de vos voeux, notamment auprès du PS, notamment en termes d'autocritique, puisque vous disiez, en gros, les socialistes, mais en fait, ça peut valoir aussi pour d'autres, doivent se poser maintenant la question comment et pourquoi avons-nous engendré ce monstre qu'est le macronisme, qui, effectivement, aujourd'hui, toute la technostructure macronienne provient du PS. Alors, je parlais de monstre parce qu'effectivement, des gens qui ont embrassé une sorte de néolibéralisme de convenance d'une manière très radicale et qui, quand même, viennent de la gauche et qui ont été au sein du PS, etc. Et c'est ça qui est quand même la particularité du macronisme, c'est une sorte de thatchérisme qui est incubé au sein même d'un parti de gauche. Bon. Et ça oblige à une réflexion longue sur pourquoi ça a incubé au sein du PS. Alors on peut parler effectivement de carriérisme, d'effondrement d'une certaine vision de la moralité traditionnelle qu'on pouvait avoir à gauche. Mais je pense que les partis de gauche auraient intérêt à réfléchir vraiment très sérieusement pourquoi on a toujours des gens sur les 30 ou 40 dernières années qui commencent leur carrière à gauche et qui la finissent à droite.
Et ça, c'est vraiment... On a moins d'exemples, C'est finalement. vraiment dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens. Il y a vraiment ce À part côté... Jacques Toubon, Mitterrand. que nous saluons. Ouais. Oui, Mitterrand, mais alors, c'est des plus très vieux exemples. Mais globalement, sur les 30 ou 40 dernières années, on a effectivement ce mouvement très fort, avec des personnalités, y compris une personnalité comme Cohn-Bendit, qui est effectivement une personnalité quand même, si on y réfléchit, le héros de 68, qui finit effectivement dans faire un appel à sauver le parti La République En Marche. Qui est quand même une Il est chose... passé du côté des CRS, quoi. Voilà, qui est passé du côté des CRS, avec les violences qu'on peut avoir. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et je pense que ça va au-delà, pour moi, de simplement, ils ont changé d'idéologie, ils se sont adaptés. C'est vraiment plus une côté anthropologique sur lequel il faudrait réfléchir. Pourquoi ces gens, finalement, à un certain moment, partent? Alors on sait aussi, par exemple, Europe Écologie Les Verts, c'est très clair, parce que c'est des gens qui ont beaucoup des entrées en milieu de vie. C'est-à-dire que ce pas des gens qui ont commencé à militer à 15 ans ou à 13, 14 ans. Les vrais militants dans un parti, quand on commence à militer à 13, à 14 ans dans un parti, et qu'on y reste, on reste fidèle à l'idéologie, etc. C'est des gens qui rentrent plus tard dans leur cycle de vie et qui finalement l'utilisent comme un moment de changement de carrière en quelque sorte, qui l'utilisent pour se projeter plus loin. Et là, c'est effectivement, si on regarde les gens qui avaient fait le succès d'Europe Écologie Les Verts aux élections de 2007, on les retrouve pratiquement tous du côté Macron. Mais en fait, c'était des gens qui étaient arrivés, qui n'étaient pas militants depuis le départ. Alors, d'une certaine façon, il faudrait se dire, oui, qu'est-ce que c'est que l'engagement aujourd'hui? Est-ce qu'on s'engage de manière un peu plus radicale pour la vie, ou alors c'est un engagement dont le marcheur est un peu l'exemple? Ce sont les employés du mois, tous ces gens-là. Recrutés sur CV, qui passent quelques années à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas d'enracinement local, qui partiront. Ça se fera bien dans leur CV. Mais... Alors, de fait, c'est vrai que ça contraste complètement avec un des travers de la gauche française ces derniers temps, qui était aussi la professionnalisation à outrance. Et le carriérisme était lié pas forcément qu'à une fidélité à une idéologie, mais aussi à un mode de rémunération. Or, cette disruption macronienne, au moins, avait montré qu'il y avait du turnover, quoi, même si ça n'a pas forcément prouvé que la politique n'était pas un métier et en tout cas, qu'il fallait peut-être la pratiquer comme telle à certains moments. En tout cas, en termes de professionnalisme, au-delà de ça, maintenant, parce que quand même, on regardait les résultats de total gauche, entre guillemets, comme on dit un peu vulgairement, on est finalement toujours autour des 30%. J'ai pas fait le décompte très exact, mais il va s'afficher, j'imagine, au bas de l'écran. Mais ce qui veut dire que quand même, c'est pas non plus la descente aux enfers qu'on imaginait, avec pas une seule liste dite de gauche au-dessus des 10%. Bon, il y a quand même le parti Europe Écologie Les Verts profitant d'un scrutin qui lui est généralement assez favorable, puisqu'il faisait 9% lors des dernières, et ils avaient fait plus de 16% en 2007, en effet. En 2008, pardon. 2009. 2009. Voilà. Donc là, on a quand même l'hémorragie qu'on subissait tous, en tout cas à Mediapart, d'une gauche inaudible, divisée, en voie d'extinction. Bon, finalement, il est un petit peu arrêté, Anne Jadot. Oui, effectivement. Après, ce qui va être intéressant, c'est quel va être le centre d'équilibre pour reconstituer une coalition, en quelque sorte, ou avoir la prétention d'être celui qui mènera la recomposition. On peut considérer qu'il y a eu un relatif coup d'arrêt à la décomposition. Maintenant, pour la recomposition, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais à la France Insoumise, ils doivent l'avoir mauvaise ce soir, parce qu'ils continuaient à dire sur le premier tour de 2017 à 600 000 voix près, en oubliant qu'il était 4e et pas 3e. Là, ils auraient régressé jusqu'à la 5e place. Et du coup, ça bride un peu les... On le voit, un score qui est pareil, qui est assez cohérent avec les scores du Front de gauche lors de la dernière élection européenne, ou celle d'avant, c'est-à-dire qu'on est autour de 6-7%. Ce qui revient à un étiage finalement assez classique de... Avec le PCF quand même dehors. Avec le PCF dehors, mais qui visiblement ferait 2%. Quoi. Ouais, donc effectivement, on serait quand même un peu plus proche encore des 10% côté France Insoumise. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus ce leadership qui paraissait naturel à gauche à la sortie de 2017, en tout cas le parti loin devant les autres, qui avait réussi le surpasso, qui avait réussi à surpasser le PS, à s'imposer comme une force de référence. Et là, en l'occurrence, toutes les cartes sont à nouveau redistribuées.
Est-ce que ça veut dire que ça va permettre toute la volonté hégémonique, un petit peu la France insoumise, du coup, ils vont en rabattre, entre guillemets, et s'obliger à discuter ou est-ce que finalement, les cartes seront distribuées, donc on va reperdre encore 2 ans, puisqu'il n'y a pas une seule force qui s'imposerait? Il faudrait voir si les individus sont rationnels ou pas à la direction des 3 organisations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 3 forces qui ont gagné sont tous finalement sur des versions de ce qu'on appelle de l'écosocialisme. C'est-à-dire que la France insoumise, théoriquement, c'est de l'écosocialisme. Les Verts, c'est de l'écologisme politique orienté à gauche. Et la liste Envie d'Europe, c'était quelque chose qui était écologique et socialiste. Donc en fait, finalement, du point de vue de l'idéologie, la solution, ils voient bien que c'est une solution écologique et socialiste. Et on voit bien qu'il y a quand même une opposition très forte entre eux et l'autre pôle de l'espace politique, qui est le Rassemblement national, qui quand même s'il parle de localisme écologique, est quand même un peu climato-sceptique. Et bon, ils sont quand même du genre, le climat, ça commence à bien faire. Donc on voit bien quand même qu'on peut avoir une focalisation, en gros, d'un espace politique, avec d'un côté, effectivement, le Rassemblement national, et de l'autre côté, un bloc éco-socialiste qui finira par se constituer, mais se constituera, à mon avis, sur une base des alliances communales, locales. C'est là, aux élections municipales, que les choses vont jouer. C'est est-ce que les militants, à la base, veulent que leur mairie soit gérée très concrètement? Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait plus de pistes cyclables, que les cantines soient bio, qu'on plante des arbres, etc. Ce qui sont des choses réalisables. Et de l'autre côté, il y aura effectivement, inversement, des gens qui vont dire les automobilistes, ils ont la place et ils doivent avoir toute la place. Parce que finalement, le Rassemblement national, c'est un peu, entre guillemets, le parti des automobilistes aussi. Le parti du diesel, le parti des gens qui polluent, entre guillemets. Donc là, il y a vraiment, je pense, une possibilité. Après, les personnalités, on verra bien. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, là, si les scores sont confirmés, c'est une belle gamelle. Une magnifique gamelle. Mais il y a un chemin potentiel, effectivement, comme vous disiez, autour de la perspective écologique. Et le fait que, contrairement à même 2009, où l'Europe Écologie Les Verts avait été à touche-touche, mais un peu devant le PS, là, on a une force, pour la première fois dans l'histoire de l'écologie politique et dans l'histoire politique de la gauche française. C'est un parti écolo qui est quand même en position de leadership, cette fois-ci, loin devant les autres partis traditionnels. Et surtout les 3, vous voyez, les 3 forces, tout le monde reconnaît qu'il faut faire de l'écologie. Il n'y a pas... Finalement, certes, le PS, il a une longue histoire d'être un parti productiviste, un parti de gouvernement, pro-nucléaire, etc. Mais, en même temps, il voit bien que ce qui reste de l'électorat de gauche en France est de moins en moins pro-nucléaire. Oui, et de plus en plus, c'est orienté vers une inquiétude générale pour le sort de la planète, pour le sort de ses enfants, etc. Donc, je pense que là, il y a quand même un point d'union, en quelque sorte un programme d'union de la gauche, et des écologistes qui se désignent. Après, les personnes, ça, c'est autre chose. Anne Jadot, vous pensez aussi que les municipales peuvent être, pourquoi pas par le retour de primaires ou de discussions à la base, que, en gros, les militants de terrain peuvent arriver à quelque chose qui semblait condamné vu d'en haut et des états-majors politiques? Mais vous avez déjà des villes où c'est une alliance socialiste vert qui gèrent depuis plusieurs années ensemble, ou parfois un maire écolo comme à Grenoble, mais à Paris, à Lille, dans d'autres villes comme ça, c'est certain qu'à mon avis, ce serait la rationalité en tout cas, de continuer à creuser ce sillon-là et défendre des bilans communs là où ils ont géré ensemble et afficher dès le premier tour des plateformes pour voir si ça peut être un embryon de recomposition ensuite pour la suite, effectivement. Nous avons prévu, lors d'un prochain live avant l'été sur Mediapart, sans doute le 12 juin, d'inviter plusieurs des représentants de ces gauches pour voir s'ils ont en tête de sonner la fin de la récréation et de se mettre un peu à reparler d'union, ou si on est toujours dans le chacun pour soi. Nicolas Lebourg, quant au Front National là maintenant, c'est quoi qui s'ouvre pour Marine Le Pen en termes de politique française, dans la stratégie française? Ces municipales-là, elle aussi, elle doit quand même y penser. C'est peut-être comment passer un cap dans un scrutin qui est très très compliqué pour le Front National dans les grandes villes, disons. Ce qui est compliqué pour le Front National, c'est que lorsque Marine Le Pen avait pris le parti, enfin elle l'avait reçu de son père plutôt si on veut, elle en avait fait une écurie présidentielle, avec l'idée, toute l'énergie de parti était concentrée sur le fait de devoir l'amener à l'Élysée.
Ce storytelling-là, d'irrésistible attention, évidemment, s'était cassé le jour de ce fameux débat et avait rendu les choses un petit peu terribles. Alors le problème, c'est quand un parti comme ça avait progressé, il avait amené beaucoup de jeunes militants. Et on retrouve la même chose que ce que tu disais sur la gauche. Il y a ceux qui viennent par idéal, parce qu'ils y croient. Il y a ceux qui viennent aussi parce qu'il y a des redistributions qui se font, que c'est le moyen d'arriver à des postes. Tous ces gens-là, on ne peut pas leur dire, le but, c'est ce qui avait tué le Front National, qui avait amené la scission en 1999 de Bruno Maigret, le but, c'est de perdre tous les 5 ans glorieusement pour notre sauveur. Il faut qu'il y ait des victoires évidemment locales pour que ce système puisse fonctionner. Donc maintenant, Marine Le Pen, elle va devoir faire ce qu'a toujours eu du mal à faire le Front National, c'est-à-dire se concentrer extrêmement sérieusement sur cette question des municipales. Là, sur les reports de voix, avec ce paysage politique des Républicains complètement explosé, ça ouvre. Quand on regarde, par exemple, dans certains coins du sud de la France, où déjà le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, pardon, était arrivé lors des précédents scrutins locaux, régionaux, etc., à représenter en fait quasiment le vote de droite, de conviction, à arriver à remplacer des gens comme Robert Ménard, comme Louis Ayot, etc., dans le sud de la France, sont vraiment arrivés à prendre une forte position. Là, je pense que leur appétit ce soir, il faudra voir dans leur ville ce que ça donne, mais leur appétit ce soir doit être immense. Et les gens à droite qui tiennent un certain nombre de bastions dans ces territoires-là, peuvent être tout à fait inquiets. Alors après, pour Marine Le Pen, ça reposera la question, c'est comment je gère dans un parti. Il faut comprendre que les statuts du Front National, c'est très particulier. Le président du FN a vraiment une main sur son parti que même un Jean-Luc Mélenchon, etc., avec le flou gazeux de la France insoumise, ne peut pas rêver. C'est très particulier. Il lui faudra arriver à satisfaire les gens en ayant des victoires. Il faudra qu'elle arrive ensuite à leur mettre la main sur la tête pour pouvoir faire tranquillement sa présidentielle à elle et non pas qu'ils montrent ce qu'elle déteste ô combien. Ceci dit, on a bien vu, il y avait pas mal de listes extrême droite cette fois-ci. Il y avait M. Philippot qui était cavalier seul. Il y avait la liste de Renaud Camus qui a annoncé ce matin sur Twitter que lui-même avait voté Front National plutôt pour sa liste. Je crois que c'était assez original dans l'histoire électorale. Donc on avait pas mal de listes d'extrême droite. Il y avait la liste de la Reconquête, etc. Et on voit bien que tout ça, c'est epsilon par rapport à la marque Le Pen, quoi. Et justement, pour continuer à parler, on peut avoir au moment des municipales, ce que vous dites là, une accélération un peu de. On l'a vu d'ailleurs dès ces européennes avec Thierry Mariani, du coup, qui a fait le grand saut, mais il peut y avoir des listes, on peut envisager des listes LR, RN ou RN, LR plutôt, dans certains endroits, notamment en PACA ou dans les grands bastions, où justement on ne sait plus bien faire la différence entre un candidat de droite républicaine et un candidat de droite extrême. Pas que ce soit faisable, sincèrement. Je ne vois pas aujourd'hui les cadres des Républicains passer ce cap-là, parce que quoi qu'on en pense, mais d'abord, il y a peut-être un certain nombre de convictions. Alain Juppé disait jadis, à l'époque du RPR, quand certains de ses amis politiques du RPR demandaient une alliance avec le Front National à l'époque, leur avait répondu, entre eux et nous, il y aura toujours une croix de Lorraine. Alors, on n'est peut-être plus aujourd'hui dans ce genre de référence, dans ce genre de discours-là, mais il y a quand même dans la droite française un certain nombre de gens qui n'ont pas envie de s'allier avec l'extrême droite, je crois. Oui, Allez-y, pour intervenir là-dessus et rebondir, effectivement, ce qui s'était passé en 1998 après les régionales, où des présidents de régions de droite avaient été élus grâce à des voix de l'extrême droite, ce qu'on avait appelé le 3e tour des régionales à l'époque, Blanc et d'autres, à Lyon aussi, il me semble, ça leur avait coûté très cher. Et je ne pense pas que ce serait un affichage d'une liste commune avec la double étiquette LR Front National. Qu'il y ait des défections individuelles, parce qu'à mon avis, ils vont tous observer très attentivement les résultats de ce soir dans leur ville, dans les différents cantons, ils vont projeter par rapport à la suite. Il y aura peut-être des défections individuelles pour aller constituer une liste qui n'aura peut-être pas l'étiquette bleu marine, qui n'aura peut-être pas l'étiquette Rassemblement National non plus, mais qui sera marquée très à droite, on va dire, mais ce ne sera pas une alliance comme à l'autre extrémité en fait, du spectre. Il y a des villes qui avaient des listes d'alliances PS, Europe Écologie et Verts dès le premier tour. Il n'y aura pas la même chose, à mon avis, entre les Républicains et le Rassemblement National. Des cas individuels de notables très implantés localement qui vont aller regarder ce que ça a donné le vote chez eux, qui éventuellement vont commencer à réfléchir à une forme d'autonomisation par rapport à l'étiquette républicain. Alors, dans l'oreillette, on me donne quelques chiffres que nous n'avions pas donnés encore aujourd'hui, quelques résultats pour des
petits partis, en tout cas de par leur score. Le PCF, la liste emmenée par Yann Brossat, c'est autour de 2,5%, comme le Parti animaliste, ce qui est quand même un vote aussi écolo, pas forcément politique, mais écolo versant animal. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, serait autour de 3,5%. Tout comme Benoît Hamon, qui emmenait la liste Génération. Aujourd'hui, que va faire Emmanuel Macron? Question à 100 balles, Hélène Salvi. Eh bien, je pense que personne ne le sait. Je ne suis même pas sûre que lui le sache vraiment. Au cours de la dernière semaine, quand même, ils ont essayé de calmer un peu le jeu pour pas trop que ce soit interprété comme une immense catastrophe. Ils répétaient que quoi qu'il arrive, même si la liste La République En Marche Modem était derrière celle du Rassemblement national, Emmanuel Macron resterait le seul leader en Europe. Enfin bon, c'était un petit peu leur discours cette semaine. Ce qu'ils disent dans l'entourage du président de la République, c'est que de toute façon, c'est un fait politique. Ils ont construit toute leur stratégie politique depuis la présidentielle autour de la question européenne. Ça faisait 2 ans qu'ils disaient c'est leur élection. Et de fait, c'était un peu, dans toutes les élections qu'on va connaître pendant ce quinquennat, c'était presque la plus facilement gagnable, entre guillemets, pour Emmanuel Macron. Municipal, ça va être compliqué. Régional, ça va être compliqué. Présidentiel, j'en parle même pas. Mais donc, c'était un peu maintenant ou jamais. C'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs dire c'est pas si grave, c'est pas si catastrophique. Pour la présidence même, ils reconnaissent quand même que c'est un fait politique et qu'il va falloir changer des choses. Mais c'est quand même quelque chose qu'ils reconnaissaient avant les résultats de l'élection européenne. C'est-à-dire qu'ils sont un peu têtus, mais ils ne sont pas complètement aveugles. On a eu 6 mois de crise sociale. Je pense que ça n'a échappé à personne, et même pas à eux. Ils se disent bien qu'il va falloir changer quelque chose s'ils veulent continuer à réformer derrière, à faire leur grande transformation, comme ils appellent ça. S'ils veulent garder l'espoir dans les 3 ans de continuer à faire passer quelques sujets qu'ils ont en tête, de toute manière, il va falloir changer quelque chose. Mais quelles sont ces marges de manœuvre? Parce qu'on connaît les scénarios. Alors, dissolution, remaniement. Référendum. Visiblement, la disruption est telle chez Emmanuel Macron qu'il n'a pas envie de faire un des 3. Je dis ça aujourd'hui, s'il faut demain ou dans 2 heures. Marine Le Pen vient d'appeler à la dissolution de l'Assemblée nationale. Bien sûr, oui. Bon, mais je pense qu'ils ont beaucoup de défauts, mais ils ne sont pas suicidaires non plus. Dissolution, je dis ça, sincèrement, le problème avec Emmanuel Macron, et comme plein d'autres d'ailleurs, c'est qu'on dit quelque chose, on assène un peu une vérité à 9h moins le quart, et s'il faut, à 11h, ça va être autre chose. Donc je peux pas dire. Ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est en train de se tramer, c'est que les regards se tournaient beaucoup autour de la figure du Premier ministre en disant ce serait quand même le truc le plus simple, quoi. On fait un vrai remaniement, on met quelqu'un à la tête de Matignon qui soit un peu plus à gauche qu'Édouard Philippe. Je pense que c'est pas difficile à trouver. Quoique, mais bon. Jean-Yves Le Drian remplit-il ce contrat? C'est pas évident. Non, mais et le problème, c'est que, et on en revient toujours au même problème en Macronie, c'est qu'ils ont personne. Enfin, ils ont un vrai problème de ressources humaines. Et qu'Édouard Philippe, toute droite qu'il incarne aux yeux de ceux qui pensent au sein de la République En Marche être encore de gauche, il est loyal, il fait le boulot, et il applique surtout la politique d'Emmanuel Macron à la lettre. Donc on pourra lui trouver tous les défauts du monde. Pour un président de la République et pour Emmanuel Macron, qui est un président omniprésent, qui veut tout faire, s'occuper de tout, c'est le Premier ministre idéal. Il ne dit rien, il fait ce qu'on lui dit de faire, il est complètement loyal, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il n'y a pas vraiment d'intérêt politique à changer ce Premier ministre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils disent peut-être qu'on va faire un remaniement ou peut-être même qu'on va changer les contours des portefeuilles pour que l'appellation des portefeuilles et leurs contours soient plus en phase avec le fameux acte 2 du quinquennat. Tout ça, ça reste encore très très flou, quoi. C'est vraiment chacun émet ses hypothèses, mais in fine, on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera. Christophe Bouillot. Moi, j'ai l'impression qu'il a intérêt à ne rien faire. Parce que de toute façon, les institutions de la Ve République sont faites de telle façon que de toute façon, un président qui a une majorité stable à l'Assemblée nationale peut faire ce qu'il veut.
Et après tout, bon, ils ont un peu perdu les élections, bon, ils sont deuxièmes, ils ont joué. Il faut dire aussi qu'il y a une telle capacité à retourner le langage comme une crêpe et à dire tout et son contraire. C'est vrai qu'ils ont dramatisé l'enjeu de l'élection. Jusqu'à 2-3 heures avant l'élection ou 2-3 jours avant, ils ont vu qu'ils allaient perdre, les sondages étaient... Et puis maintenant, c'est pas si grave. Bon, et puis on va dire finalement, il n'y a pas eu d'élection européenne, c'est pas grave. Et puis ils pourront comparer avec le PS. Le PS, finalement, en 2012, la majorité, ils étaient à 14%. Alors après tout, ils ont 22% ou 20%, c'est bien. Je veux dire, ils peuvent continuer comme ça. De 2014, quand Voilà. le PS, après que le PS ait gagné en Il 2012. faut voir aussi qu'après, alors de mon point de vue, on est dans une sorte de détournement en fait de la Ve République. La Ve République donne beaucoup de pouvoir au président de la République et à sa majorité, mais le président de la République est censé être en accord avec le peuple et tirer sa légitimité du peuple et pouvoir tester sa légitimité avec le peuple. Bon, là, Emmanuel Macron... Tous les défauts du gaullisme sont les avantages, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le coup d'État permanent, mais dénoncé par Mitterrand. Mais dans le coup d'État permanent, il y avait le côté, on a quand même le soutien d'une majorité du peuple. Ou d'une grosse majorité. Là, il a 20%. 20% de 50% des gens qui sont allés voter. Bon, c'est pas exactement le général de Gaulle en juin 68. Et du point de vue comparatif aujourd'hui, si effectivement vous avez d'un côté Orban qui fait un score extraordinaire, les Polonais du PiS qui font un score correct, etc., on va se dire mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un régime, c'est légal, c'est tout à fait légal, mais c'est un détournement de légitimité, où effectivement un parti avec une très faible base électorale peut continuer à gouverner légalement. C'est pour ça que j'ai parlé de prétorianisation. Parce que ça veut dire qu'à la fin, la seule solution face aux opposants, qui quand même sont nombreux, vous leur tapez dessus avec la police. Et tant que la police tient, le régime tient. Mais c'est effectivement dramatique. Et c'est pas ce qu'a fait le général de Gaulle en 1968. Je suis désolé de faire un peu le vieux gaulliste par certains côtés. J'ai pas l'âge Vous faites bien, vous faites bien. Voilà, j'avais 4 ans à l'époque du général de Gaulle, mais... Il y a quand même, le régime a été fondé sur ça, sur une sorte de c'est peut-être une mythologie, c'est peut-être l'accord entre un homme et la nation. Mais je veux dire, le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui effectivement alors c'est vrai qu'il avait le défaut d'avoir imaginé un système où il n'avait jamais pensé que le peuple français élirait par des concours de circonstances quelqu'un qui ne serait pas en accord avec la majorité du peuple sur la durée. Bon, voilà, on y est là. Il est élu d'une minorité. Cette minorité est de plus en plus petite, mais il est légalement le président jusqu'en 2022. Et dans le fond, rien ne l'oblige à changer sa politique. Et d'autant moins, effectivement, qu'il n'a pas de personnel de rechange. Et que toutes les personnalités, par exemple, on a pu penser Ségolène Royal, qui semble se placer un petit peu, il me semble. Mais là, aujourd'hui, se replacer à gauche, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt, puisqu'on voit bien que l'électorat, visiblement, il fait une politique de droite libérale, qui est apprécié effectivement par l'électorat républicain. Mais ça ne séduit pas le vote de gauche, visiblement. Effectivement, on le voit ce soir. C'est voilà. que même le côté vote utile, il siphonne comme tous contre le fascisme, il ça n'a pas siphonne marché. effectivement le vote des républicains. Alors peut-être le plus rationnel serait d'élargir à droite, c'est-à-dire d'officialiser effectivement une grande majorité et puis de dire voilà qu'il y a quelques marcheurs qui me diront bon, quand même là je me suis un peu fait avoir. Il y aura 2-3 personnes qui quitteront le groupe La République En Marche et puis élargir aux républicains. Ce qui lui permettrait d'ailleurs en plus de faire la réforme constitutionnelle qu'il a envie de faire, qui par ailleurs, moi j'avertis que cette réforme constitutionnelle telle qu'elle est conçue, c'est une réforme qui accentue encore le défaut de la Ve République. Alors là, on serait vraiment... Enfin, c'est vraiment... on pourrait aussi supprimer le Parlement. À mon avis, c'est encore plus simple, ça coûte moins cher. Je veux dire, j'ai un business plan, on supprime le Parlement, on fait qu'une élection présidentielle et on élit tous les 5 ans un autocrate. Mais est-ce que la solution n'est pas institutionnelle, justement, Hélène Salvi? Comme il n'a pas, effectivement, il n'a pas l'intention de changer de cap, il veut, malgré tout, il se sent bien obligé de changer. Le truc qui ne coûte pas cher, qui est un peu dans l'air du temps, puisque pour la première fois, une mobilisation sociale a porté des questions démocratiques en son sein et les a portées vraiment fort en termes de référendum, je parle du RIC et des Gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas, finalement... ce qui est le plus simple, c'est de tenter, pourquoi pas, un changement de République? Sous Emmanuel Macron? Non. Non. Bon. Raté alors. Non, mais il ne le fera pas. C'est-à-dire que même sa réforme constitutionnelle, institutionnelle, je suis complètement d'accord, qui a été arrêtée en pleine affaire Benalla l'été dernier, et que là, il a
un peu remise au goût du jour là, après pendant la crise des Gilets jaunes et pendant sa conférence de presse. En fait, c'est mot pour mot exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette réforme qui puisse justement créer une espèce de nouveau souffle institutionnel, mais rien. Et pire, et je suis complètement d'accord, ça aggrave en fait. C'est-à-dire que les équilibres entre le Parlement et l'exécutif sont encore diminués. Il y a tout est fait dans ce texte, malgré ce qu'ils disent, pour renforcer encore une fois le pouvoir exécutif. Et quand on voit les semblants d'avancées qu'ils ont concédés sur la question, non pas du RIC, que les Gilets jaunes portaient, mais du RIP. Du RIP, référendum d'initiative partagée. Je m'embrouille un peu. Alors ils ont dit oui, on pourrait abaisser les seuils, machin. Très bien. Enfin, il suffit de voir l'état dans lequel ils sont depuis que le RIP a été validé par le Conseil constitutionnel, celui d'ADP, pour se rendre compte qu'en fait rien ne changera. Je veux dire, soit ça changera pour que ça colle encore mieux à ce qu'ils ont en tête, soit ça ne changera pas. Mais je veux dire, ce lien entre le pouvoir et a fortiori le président de la République et les volontés du peuple, ça me semble... Oui, en gros, pour résumer, il voudrait faire une réforme de la Ve République, un peu comme Erdogan en Turquie, sauf qu'il n'a pas les voix d'Erdogan en Turquie pour faire la réforme constitutionnelle. Pour résumer, Voilà. Bon, donc là, quand vous êtes à 20% des voix, vous ne faites pas une réforme, vous transformez le régime. Et d'autant plus que toutes les suggestions... En plus, ce qui est intéressant, la montée en puissance de la demande référendaire de la part des Français, en même temps, il me semble que ça serait une compensation très forte à l'évolution de la Ve République. Et par ailleurs, c'est dans l'esprit de la Ve République qui, dès le départ, était un régime à la fois représentatif et sur le référendum. Je rappelle que là encore, décidément, je vais faire mon gaulliste de base, mais en gros, la Ve République s'est imposée grâce à des référendums, dont des référendums très importants, comme celui où on a demandé aux Français d'accepter ou non l'autodétermination de l'Algérie, qui effectivement a coupé le nœud gordien qui faisait que tous les partis politiques ne voulaient pas nécessairement de cette indépendance. Donc là, il faut quand même être un peu réaliste et penser qu'une réforme constitutionnelle, quand on est aussi bas dans une élection qui vous est favorable, il ne faut vraiment pas essayer. Ou alors, c'est une façon de se suicider en faisant la réforme et ensuite on essaye de la faire approuver par le peuple, on perd et on part en beauté. On va terminer. Et je vais vous laisser une dernière fois la parole, Nicolas et Anne. Nicolas, allez-y. Non, je vais juste rebondir. Il y a une qualité qu'on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron, c'est un joueur de poker. Dans ce que vous disiez tous les deux, il y a des choses qui peuvent quand même matcher ensemble, parce qu'il a lui-même évoqué la possibilité d'un nouvel acte de décentralisation. Justement, au niveau du vote, on a bien vu avec les élections de 2014, de 2015, de 2017, à quel point la question de l'aménagement du territoire, et ce qui est un peu sous le slogan de France périphérique, a été un peu a occupé de l'espace, mais que la question de l'aménagement du territoire est aujourd'hui le grand producteur de vote. On a des élections municipales qui arrivent, on a cette question de la décentralisation qu'il a évoquée. On peut arriver à faire matcher un certain nombre de choses ensemble en étant malin et joueur de poker, il me semble, là-dessus. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Et par ailleurs, par rapport à la discussion de tout à l'heure, le RIP est peut-être, celui sur ADP qui a franchi la première barrière du Conseil constitutionnel, et peut-être, même au-delà de la gauche, un moyen pour les oppositions à Emmanuel Macron d'amener un nouvel acte, pour parler comme un gilet jaune, un nouvel acte de contestation face au pouvoir élyséen. Alors, je suis un petit peu sceptique là-dessus parce qu'effectivement, il avait donné des signaux il y a quelques semaines pour se dire que le référendum d'initiative partagée pourrait être modifié pour abaisser le seuil nécessaire, que ce soit 1 million de signatures et pas 10% du corps électoral, ce qui nous met à 4,6 millions. Et dès que l'initiative sur l'aéroport de Paris a été validée par le Conseil constitutionnel, ils ont plutôt rétropédalé là-dessus en disant c'est pas normal de déposer quelque chose qui a vocation à abolir un projet de loi pas encore promulgué. Donc ils ont plutôt tendance à dire qu'ils réformeraient l'article 11 dans son paragraphe C dans ce sens-là et également d'étendre la période parce que pour l'instant, un référendum d'initiative partagée ne peut pas avoir pour vocation de remettre en cause une loi promulguée depuis moins d'1 an. Et là, il semblerait qu'il faudrait moins de 2, voire 3 ans. Voire 4. Donc en fait, c'est pas du tout dans le sens de ce que réclamaient certains chez les Gilets jaunes sur le référendum d'initiative citoyenne, où il y a une automaticité de l'organisation du référendum. Là, il suffit que la proposition de loi référendaire soit examinée une fois par chacune des assemblées dans un délai de 6 mois
après le délai de 9 mois d'obtention des signatures et il n'y aura pas de référendum. Donc c'est facile de l'enterrer. Donc je ne pense pas qu'ils vont aller vers plus de démocratie directe par référendum, au contraire. Eh bien, nous suivrons tout ça, nous continuerons à suivre tout ça avec vous tous, lecteurs, abonnés et téléspectateurs de Mediapart, avec vous, Nicolas, Anne, Christophe, merci beaucoup, Hélène, bien sûr. Merci beaucoup de votre présence ici. Je vous rappelle que le site de Mediapart est en accès libre jusqu'à minuit encore, qu'il y a une offre d'abonnement exceptionnelle de 6 mois pour 20 €. Elle s'affiche en bas de l'écran. Nous allons maintenant parler Europe, parler des autres pays européens, des nouveaux rapport de force au Parlement européen. Nous prenons cette élection au sérieux, y compris dans sa dimension continentale. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec les journalistes de la rédaction de Mediapart. Merci.